congolextv.com, il n'y a pas photo. Alors Madame Durand, je rappelle que vous êtes la vice-présidente du Parlement européen. Vous venez d'organiser une conférence sur le Congo à voter et après. Est-ce que vous avez eu une réponse à la question? Mais non, et j'ai posé la question, évidemment, je ne m'attendais pas qu'en 2 heures, nous avions la solution pour dire tout ce qu'il faut faire après les élections. C'était important d'ouvrir un espace de discussion avec bien sûr des Congolais de la diaspora, avec des acteurs de la société civile, avec des femmes, avec des hommes, avec des chercheurs, avec des gens qui ont parlé des ressources minières, de la liberté de la presse, avec Thierry Michel, avec aussi les gens qui représentent la Senko, donc tout l'épiscopat. Donc voilà, on a voulu, et la sécurité, M. Dumont, et donc je crois que c'était important d'essayer de faire le point. Bien sûr que dans un débat, jamais au bout de 2 heures, on va tous tomber d'accord sur ce qu'il y a lieu de faire. Mais c'est important au moins de parler, de dialoguer, d'essayer d'écouter au minimum l'état des lieux qui est fait, même si on a des désaccords, ce qui est souvent le cas, et je sens, je le sais très bien, le mécontentement ou l'insatisfaction à l'égard du processus électoral, mais ce sont aussi, cette insatisfaction peut être un moteur pour l'avenir, je l'espère en tout cas. Mais il y a eu une tentative de réponse, par exemple, lorsque vous donnez la parole à M. Jean Bofan, qui paraphrase deux gradés militaires qui ont eu, en une certaine mesure, ou disons, qui sont intervenus dans une certaine mesure dans l'histoire congolaise. Le général Janssens qui dit après indépendance est égal avant indépendance, et puis il y a un général congolais de la police qui dit après élection est égal avant élection. Est-ce que c'est pas celle-là la réponse peut-être? C'est pas votre point de vue? C'est une partie de la réponse, et c'est pour ça que j'ai aussi invité M. Bofan, parce que je pense vraiment qu'il dit des choses très justes, et il les dit avec le regard du romancier, et c'est très très bien comme ça. Seulement, même si c'est vrai, même si avant élection égale après élection, je pense que nous devons aussi prendre tous, et la société civile en particulier, ici en Belgique, en Europe, mais aussi et surtout là-bas, je pense qu'on doit continuer de croire qu'il y a moyen de construire un pays plus juste, un pays qui redistribue mieux, un pays qui respecte tous ses citoyens et un pays qui, à côté de la démocratie représentative, mais avec tous ses défauts, parce qu'elle a beaucoup de défauts, parvient à construire sur le terrain et à la base un réel sentiment de solidarité, de construction d'un pays qui en vaut la peine et de gens qui méritent autre chose que la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Donc c'est vrai que M. Bofan a dit des choses très justes, d'autres ont dit des choses très justes également et d'autres dans la salle parfois ne partageaient pas ce point de vue, mais ça aussi c'est quelque chose qu'on doit apprendre et comme le disait très bien Jean Bofan, la question du chaos, il faut essayer de sortir aussi de la gestion par le chaos, mais de la gestion aussi par le dialogue. Je disais, vous êtes vice-président du Parlement européen et beaucoup accusent l'Europe et en particulier la Belgique, dont vous êtes également originaire, d'être complice, sinon de légitimer les fraudes et les irrégularités qui ont eu lieu au processus électoral. Écoutez, je vous invite à lire, à tous ceux qui nous regardent, de lire le rapport d'observation de l'Union européenne. On ne peut pas dire que c'est un rapport complaisant. Ce n'est pas un rapport qui soutient le régime en place. Ce n'est pas un rapport qui met en évidence que tout va bien et que le processus était parfait. C'est un rapport qui pointe avec beaucoup de précision le processus électoral, qui ne prend pas position sur l'un ou l'autre candidat, mais qui prend position sur le processus électoral et fait une série de recommandations très précises pour les étapes suivantes, comme par exemple la nécessaire réforme de la CENI. C'est une série de choses qui sont indispensables si on veut qu'un jour au Congo, pas ces élections-ci, parce que ça n'a pas marché, c'est clair, mais qu'un jour au Congo, il y ait une certaine confiance entre les citoyens congolais d'une part et les élus issus du suffrage d'autre part. Et s'il n'y a pas respect de vos recommandations, qu'est-ce que vous faites? L'Union européenne, on n'est pas congolais, on n'est pas le pouvoir congolais. On a pouvoir simplement parce qu'on nous invite, et nous sommes venus parce qu'on nous a invités. Nous ne pouvons pas nous ingérer dans la politique congolaise. Nous sommes venus parce que nous avons été invités à donner un avis sur le processus électoral, ce que nous avons fait. Nous faisons des recommandations et on espère évidemment qu'elles vont être suivies, mais la responsabilité est avant tout celle évidemment des responsables politiques congolais, majorité et opposition. Vous financerez quand même le processus, même si vos recommandations ne sont pas suivies? Déjà cette fois-ci, le processus a été largement financé par les Congolais eux-mêmes. Et c'est très bien comme ça, il est normal, même s'il faut parfois donner un coup de pouce à un pays, surtout un grand pays comme le Congo, mais il est beaucoup mieux évidemment qu'un processus soit financé par le pays lui-même et pas par des autorités dont on va considérer que si elles payent, c'est pour voir venir tel ou tel dirigeant. Donc je pense que les supports ne peuvent être que des supports matériels, des supports logistiques, mais je pense que les élections doivent être financées essentiellement par le pays lui-même. Je vous remercie, madame. congolextv.com, il n'y a pas photo. Alors voilà, vous venez de participer à la conférence. Finalement, vous avez été édifié par toutes les interventions? Eh bien, bon, pratiquement pas. Hein. Disons, les intervenants ne sont pas allés jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire
Ils ont tracé, retracé, fait le constat de la situation qu'il y a eu au moment des élections. Et après les élections, j'ai posé une question simple. Si les intervenants devaient dire oui ou non, il y a crise politique en RDC après des élections tronquées, des élections bâclées et le maintien par la force de la famille Kabila, en commençant par lui-même, disons au sommet, si vous voulez, des institutions. Les intervenants n'ont pas répondu à cette question, aucun d'entre eux, sauf que Isabelle Durand, Madame Isabelle Durand, a dit qu'il y avait crise. Mais comment s'en sortir? Là, les voix sont discordantes. On a senti que la salle, surtout les Congolais, n'ont pas voulu accepter qu'on leur impose cette situation de fait. Voilà, et donc personnellement, ça a été un moment où pratiquement nous avons échangé et crié fort notre désapprobation de la façon dont la communauté internationale conduit les affaires vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Mais j'espère que le message est passé, tant au niveau des Congolais qui comprennent d'ailleurs, mais au niveau des autres acteurs ici au Parlement européen. Moi, en tant que président de la PRODEC ASBEL, ayant monitoré le processus électoral congolais depuis 2006, ici, il y a eu quelques éléments de réponse. Mais le problème fondamental est qu'est-ce que les Congolais attendent maintenant, là, dans l'immédiat, pour sortir de cette crise non seulement de légitimité, mais une crise de légalité, pour finir. Parce que la crise de légitimité a été reconnue par tout le monde, mais ce qu'on n'explique pas assez aux Congolais, c'est que cette crise de légitimité découle d'une crise de légalité. Parce que la crise de l'égalité, c'est quoi en fait? C'est qu'il y a eu des falsifications des données électorales. Il y a eu falsification du nombre d'électeurs, il y a eu falsification des PV des bureaux de vote, il y a eu falsification des PV des compilations. C'est ça, c'est des infractions pénales dont personne ne parle. Donc il faut poser le problème dans le bon sens. Et finalement, vous, c'est quoi la réponse? Comment comptez-vous justement sortir de cette situation? Pour nous, quelque part, s'il faut être vraiment rationnel, mettre la passion de côté, il n'y a pas eu élection au Congo. Il n'y a pas eu élection au Congo. Personne n'a vu le PV. Donc il n'y a pas eu élection. On a dépensé de l'argent pour rien, pour un pouvoir qui s'est maintenu par la force. Donc soit on accepte cet état des choses et on accepte de refaire des élections. Parce que comment voulez-vous passer à l'étape suivante, sans vous couper, comment voulez-vous passer à l'étape suivante, celle des élections locales, avec un fichier électoral où tout le monde est d'accord que le fichier électoral est corrompu? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le quotient électoral est faussé. Donc, la répartition des sièges au niveau du Parlement national est faussée. La répartition des sièges au niveau du Parlement provincial sera faussée aussi. Donc, quand on crie à l'audit du fichier, c'est quelque part on reconnaît la nullité de ce qui s'est passé le 28. Et donc, si je comprends votre raisonnement, comme M. Kabila qui est déclaré illégitime, M. Tshisekedi aussi a tort de s'autoproclamer président d'une élection telle que vous la décriez. Donc, s'il faut poser le problème de manière rationnelle, je peux vous dire oui et non. Lui, en tant que politique, il ne pouvait que faire ça. Parce qu'il s'estime être lésé. Je parle de vous. Moi, en tant que... Par rapport à l'idée que vous avez de cette élection-là, oui. Je vous pose la question. Comme vous le dites, tout ce que vous avez dit, il a tort de se proclamer président d'une telle élection. En tout cas, si je dois raisonner en tant qu'ONG, je dirais qu'il a tort. Mais si je dois raisonner en tant que membre de la société civile, je dirais qu'il a raison. Parce que s'il laisse, il ne fait rien, ce serait une situation de fait accompli. Donc, quelque part, c'est pour pousser la communauté internationale à la raison. congolextv.com, il n'y a pas photo.